Nous sommes le lundi 16 avril, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. L'Instant Air, le magazine qui met en lumière les régions en parlant de sujets qui vous concernent, c'est maintenant. Vous avez certainement déjà entendu parler des polémiques autour des parcs éoliens. Depuis des années, la colère gronde autour de ces projets. C'est le cas dans la baie de Saint-Brieuc où 62 éoliennes doivent être installées. Mais pourquoi ce vent de contestation? Eh bien, nous vous l'expliquerons. Nous suivrons également le camion des MAUX, M-A-U-X. Il sillonne les routes pour proposer des consultations aux plus démunis. Des médecins de la Croix-Rouge se relaient pour venir en aide à celles et ceux qui mettent leur santé de côté. La précarité qui s'accompagne parfois de surendettement. Lorsqu'il devient difficile de payer ses crédits, ses charges, ses factures, c'est une spirale infernale qui se met en place. Les sollicitations auprès de la Banque de France sont nombreuses. Dans l'Aisne, le Nord et le Pas-de-Calais, par exemple, les habitants de la région Hauts-de-France sont en effet les plus endettés de l'Hexagone avec, vous allez le voir, 500 situations de surendettement pour 100 000 habitants. Nous avons rencontré une famille concernée. Elle nous raconte son quotidien, souvent douloureux, mais des solutions existent. Crédit à la consommation, factures impayées, dettes immobilières. Dans l'Aisne, plus de 3000 personnes sont empêtrées dans une situation financière hors de contrôle. À Omissi, près de Saint-Quentin, c'est l'heure des comptes pour Monique. Depuis 18 ans, sa famille se démène pour sortir de la spirale du surendettement. Elle raconte que son mari a hérité de dettes d'une précédente union, auxquelles se sont ajoutés des crédits et des pénalités de retard. Au total, ils doivent 86 000 € à leurs créanciers. L'impact, c'était la hantise des huissiers, tous les jours. On ne vivait pas. Dès qu'on entendait sonner, limite, on avait la peur au ventre d'aller ouvrir. Jamais parti en vacances. Ça a été vraiment très compliqué. Très compliqué de pouvoir toujours dire non à nos enfants. Vous savez, ne serait-ce qu'acheter une glace. La situation dégénère lorsque Jean-Marie perd son emploi en 2015. Le couple n'a plus que 1 000 € par mois pour faire vivre ses 3 enfants. Au bord du gouffre, Monique fait alors appel aux élus locaux. Il ne faut surtout pas faire l'autruche et puis mettre le nez dans le sable et se dire on verra ça plus tard, quoi. Parce que ça nous rattrape obligatoirement. Honte ou déni, les personnes endettées attendent souvent trop longtemps pour demander de l'aide. Dans cette association d'aide aux familles, Micheline conseille une centaine de personnes chaque année. Il ne faut pas hésiter à faire un dossier de surendettement au plus vite. Même avant à la limite de voir qu'on ne peut plus payer les crédits. Une fois monté, ce dossier est remis à la Banque de France. C'est là qu'une commission spécialisée peut décider d'échelonner ou d'effacer les dettes. Dans l'Hexagone, c'est celle des Hauts-de-France qui reçoit le plus de demandes. Il y a plus de chômage dans cette région que dans le reste de la France. On se pose des questions sur le taux d'analphabétisation de la population qui probablement complexifie les situations. Et donc, si on y rajoute d'autres facteurs, comme par exemple la difficulté de mobilité de ces populations en question, pour une partie d'entre elles, on se retrouve avec une population qui est en effet plus importante en matière de surendettement en Hauts-de-France que dans l'ensemble de la France. Comme dans 37% des cas, la Banque de France a totalement effacé les dettes de Monique et sa famille. C'était il y a tout juste un an. C'est 18 ans d'un poids qu'on nous enlevait des épaules en fait. Et pour connaître les démarches à accomplir en cas de situation de surendettement, ce site est à votre disposition. C'est un sujet qui fâche, les projets de parcs éoliens. Depuis une quinzaine d'années, l'éolien connaît une croissance forte. Entre 2000 et 2016, le parc français s'est hissé au 4e rang européen. Mais voilà, les opposants se font entendre comme un sabrieux. En effet, là-bas, des opérations géotechniques ont repris pour implanter à terme 62 éoliennes en mer. Des travaux qui gênent considérablement les pêcheurs. Les habitants, eux, craignent la pollution visuelle. Alors les éoliennes, faut-il en avoir peur? L'une de nos équipes a mené l'enquête. C'est une première en France. Une éolienne flottante de 5000 tonnes pour 60 mètres de haut. Une fois tractée en mer, elle devrait être capable de produire 2 MW d'électricité. Inaugurée il y a quelques semaines à Saint-Nazaire en grande pompe, ce prototype n'est toujours pas installé au large. En France, l'éolien en mer n'est qu'une promesse. Les premiers projets ont été lancés en 2012, en tout 6 milliards d'euros d'investissement. 7 ans plus tard, pas un kilowatt n'a encore été produit en mer. Pourquoi ce retard? Où sont les blocages? Exemple dans la baie de Saint-Brieuc. 62 turbines doivent être installées en 2020. Le parc éolien est situé à 15 km du cap d'Erquy. Selon certains habitants, ces éoliennes de 200 mètres de haut seront bien trop visibles depuis la côte.
En pleine mer, ça serait mieux, hein, que ici, tout il va être visible. Hein. Tout il va être visible. Ça va gâcher le paysage, ouais. selon vous ? Ah ouais, énormément. Il y a peut-être d'autres endroits où on peut éventuellement les installer. Donc on peut les installer, mais pas chez vous. Voilà, exactement. Julien Tréhorel pêche le bulot et les crustacés au large d'Erquy. Pour lui, pas question de laisser le projet continuer. Il en a déjà vu les effets. Il était en mer lors des premiers tests de forage pour installer les socles des éoliennes. Nos casiers étaient juste à côté de ces bateaux-là. Et déjà, les homards ont disparu de nos casiers dans la journée même. À cause des forages. À cause du forage. Ce n'est pas un frein de principe. Aujourd'hui, je défends mon métier, je défends la faune et la flore qui me font vivre. Ici, la pêche emploie près d'1 millier de travailleurs de la mer. Alors le comité des pêches demande des études d'impact sur le bruit et les vibrations causées par l'installation des éoliennes. S'il n'y a pas ces propositions-là qui sont faites avant le début de la construction, bah là le message il était clair, quoi. Il n'y a pas de construction, et puis c'est tout. Pour chaque projet, des associations se mobilisent, organisent des manifestations et déposent des recours systématiques. Ce militant écologiste dénonce surtout le coût et le manque de fiabilité des éoliennes. Il faut une électricité hors de prix et en plus non fiable, c'est-à-dire intermittente. Pas de vent, pas d'électricité. Conséquence, les industriels dénoncent le retard pris par la France. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine ou encore le Danemark ont des milliers d'éoliennes qui produisent plusieurs gigawatts d'électricité grâce au vent. L'explication est simple. En Grande-Bretagne, par exemple, il ne faut qu'une seule autorisation pour installer un parc éolien comme celui-ci. En France, c'est 2 ou 3 procédures, toutes attaquables en justice. Un projet prend donc en moyenne 2 fois plus de temps. Et comme la technologie avance vite, les parcs français sont dépassés avant même d'être validés. On a parfois l'impression de faire face, si vous me permettez l'expression, à une machine à ne pas faire. C'est extrêmement complexe, donc il faut absolument une simplification au niveau administratif si on veut vraiment développer ce type d'énergie et ne pas laisser passer le développement de la filière, ne pas laisser les autres pays prendre un avantage qui soit irrattrapable ensuite pour la France. Le gouvernement promet aujourd'hui de simplifier les procédures. Objectif pour 2023, pouvoir produire 3 gigawatts en mer, soit l'équivalent d'une centrale nucléaire. Oui, les premières éoliennes en mer, on les appelle aussi les éoliennes offshore, ont été mises en service en 1991. C'était au large des côtes du Danemark. Bon, ces polémiques ne doivent pas nous empêcher de dormir et pourtant, la qualité du sommeil n'est pas bonne pour une grande majorité de Français. 73% des personnes interrogées affirment se réveiller au moins une fois par nuit, environ 30 minutes. Alors pour tenter d'améliorer l'endormissement, des tas d'astuces existent. Parmi elles figure l'oreiller connecté. C'est un oreiller capable d'analyser et d'améliorer le sommeil. C'est en Moselle et c'est l'instant tendance. Ça ressemble à un oreiller comme les autres, mais le iX21 est différent. Le dernier né de chez Dodo est intelligent. C'est le capteur électronique qui va prendre toutes les mesures de pression, les mesures de fréquence quand vous allez vous tourner sur l'oreiller, etc. Il y a également un micro qui mesure le bruit environnement. Ce capteur, lui, est complètement introduit dans l'oreiller afin que vous puissiez ne pas être gêné par sa présence. Un dodo connecté qui gagne aussi en confort et en ergonomie grâce aux flocons de fibres creuses siliconées qui recouvrent les capteurs, des fibres haute qualité aux propriétés nouvelles. Cette fibre de garnissage, comme vous pouvez le voir, est composée de millions de petits flocons. L'idée est de reproduire en fait la sensation d'un oreiller en duvet naturel. La technologie intégrée dans cet oreiller mesure votre sommeil, mouvement, niveau sonore, réveil nocturne, grâce au capteur qui enregistre les données sans émettre d'ondes. Cette dernière innovation en date du leader européen des couettes et des oreillers, c'est 18 mois de recherche-développement avec des spécialistes de la fibre et du sommeil, histoire de toujours garder une longueur d'avance sur le dodo haut de gamme. On a eu des tas d'innovations qui ne sont pas des gadgets, de réelles innovations que d'ailleurs nos concurrents ont suivies de très près. L'oreiller connecté vous propose également le moment idéal pour vous réveiller tout en douceur, tout cela grâce aux données transmises à l'application iX21 Smart Pillow qui vous coûtera 1,99 € par mois pour obtenir une analyse et un coaching personnalisé, des recommandations pour un sommeil de rêve, c'est Dodo qui le dit. C'est aussi un concept innovant, mais dans un tout autre domaine. Un centre de remise en forme sur mesure et unique en France a ouvert ses portes à Montpellier. Son ambition ? Venir en aide à des personnes qui souffrent notamment d'obésité. Elles sont plus de 6 millions en France.
Des femmes et des hommes qui manquent trop souvent de confiance en eux. Alors ici, on les invite à faire du sport et à retrouver l'estime de soi, mais aussi à renouer avec l'équilibre alimentaire. Et des espaces sont dédiés à la cuisine avec à la clé des conseils adaptés et au final des résultats et un moral d'acier. Souffle bien, on expire à l'effort. Dans cette salle de sport, pas de miroir sur les murs. Un choix volontaire. Ici, les adhérents n'ont pas forcément envie de voir leur reflet. Céline y vient régulièrement depuis 1 mois et demi. C'est ma nutritionniste qui m'a conseillé de venir quand la salle a ouvert. Elle m'en a parlé et je suis venue essayer, ça m'a convaincue et je suis restée. La jeune femme suit un programme de remise en forme, sous l'œil attentif de son coach. Jade propose des exercices adaptés à chacune des personnes en fonction de ses besoins et de ses capacités. Moi, j'avais déjà fait plein de choses avant, mais j'avais tendance à arrêter parce que j'étais toute seule dans mon coin et que sans être accompagnée par quelqu'un, du coup, la motivation, des fois, elle part. Et moi, c'était mon cas. Le complexe dispose également d'une piscine. Emmanuelle fait 2 séances par semaine. Depuis son accouchement, la jeune maman cherche à récupérer une tonicité musculaire. Je sens que ça travaille, donc c'est le principal. Et depuis 1 mois et demi que je viens, je vois déjà les effets, chose que j'avais pas eu jusqu'à maintenant en reprenant le sport. Et je vois déjà les effets, j'ai déjà perdu un peu de poids et je sens que mon ventre est beaucoup plus ferme qu'avant. Retrouver confiance en soi, c'est l'objectif de Bodinov. Ce complexe, encore unique en France, propose à la fois du sport adapté, des massages ou encore des soins esthétiques. Le centre s'adresse à des personnes souffrant d'obésité, de diabète, de cancer ou de maladies cardiovasculaires. L'estime de soi, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Ouais. Bien sûr, je suis capable de. C'est la pédagogie de la réussite. On fixe des objectifs petits, progressifs. Bonjour tout le monde. Salut Dominique. Après 1 heure en salle de sport, direction la cuisine pour Dominique. Accueilli par Mathieu Toucas, le chef qui organise des ateliers également adaptés. Quand on est sur de l'alimentation industrielle, c'est toujours mou, sucré, salé. Là, le but, c'est d'avoir des textures, c'est d'avoir les apports énergétiques et d'avoir les goûts et les saveurs éparses de chaque produit. Dominique vient prendre des conseils pour manger plus sainement, après une carrière marquée par beaucoup de voyages et beaucoup de restaurants. À partir du moment où vous n'avez pas un équilibre alimentaire, soit vous avez des carences, soit vous mangez trop de choses qui font grossir. Je pense qu'effectivement, pour moi maintenant, le plus important, c'est l'équilibre alimentaire. Les tarifs sont identiques à ceux d'un club de remise en forme traditionnel. Le centre s'en différencie avec ses activités et un suivi à la carte des personnes qui ont poussé la porte de cet établissement innovant. À suivre dans l'instant R, la quotidienne des régions, je vais vous emmener vous balader au bord du lac de Grandlieu, c'est en Loire-Atlantique, un site paisible où les pêcheurs sont triés sur le volet, vous verrez. Je vous emmènerai également découvrir un métier qui se fait de plus en plus rare, celui de ferronnier d'art. Nous rencontrerons le dernier artisan bordelais et tout est fait à la main. Mais tout de suite, c'est l'instant vivre ensemble avec des femmes et des hommes qui se mobilisent pour soigner les plus démunis. À bord de leur camion, ils sillonnent les routes de l'Ain pour aller à la rencontre de celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. La Croix-Rouge lutte ainsi contre le renoncement de soins. Une réalité, plus de 25% des personnes qui se présentent à un guichet de la Sécurité sociale déclarent avoir déjà renoncé à des soins dans l'année. Le camion des MAUX, M-A-U-X, c'est un reportage de France 3 Lyon. Ce camion, c'est un don. Il a longtemps servi pour les visites médicales du BTP. Aujourd'hui, c'est un cabinet ambulant, un Saint-Bernard qui va au plus près de ceux qui oublient de se soigner, ceux pour qui ce n'est plus une priorité. Patrice, le chauffeur attitré, en a conscience. C'est gratifiant parce qu'on donne de notre temps et puis on donne pour les gens qui sont dans le besoin. On se sent très utile. Officiellement, la route est droite pour les soins en France. Personne ne doit rester au bord du parcours de santé. Il y a la couverture maladie universelle, l'aide médicale d'État pour les étrangers et les hôpitaux publics ont obligation d'accueillir les personnes défavorisées. Malgré cela, tout un pan de la société néglige son corps. Volontairement, le camion de la Croix-Rouge est installé à 2 pas des Restos du Cœur. C'est un jour de distribution de vivres. Il y a le docteur de la Croix-Rouge qui est là, si vous avez besoin. Hein? Pour vous, ou pour vos enfants, ou votre femme, hein, c'est pour tout le monde. Il y a des personnes qui vivent dans la rue, qui n'ont rien de rien. Pour certains, c'est vraiment la bouée de sauvetage.
Et puis il y a aussi un rôle de dépistage qu'ils ont. Et en particulier les personnes âgées, ça leur est très bénéfique de pouvoir contrôler la glycémie, de contrôler la tension. Et même par rapport aux enfants, pour les vaccinations et tout, c'est très très important que ce camion soit là. Et c'est ainsi qu'une fois les courses terminées, certains passent par la case santé. Est-ce que vous êtes bénéficiaire de la CMU du coup ou... Non, là je vais créer un dossier justement pour être bénéficiaire de la CMU. D'accord, donc actuellement, avec la précarité, beaucoup s'excluent du système de santé. Cette question passe à la trappe. Bien souvent, effectivement, ça passe au second plan quand il y a déjà cette préoccupation de l'exil pour des personnes migrantes, cette préoccupation de l'hébergement, la préoccupation alimentaire, enfin, voilà, des besoins primaires. Malheureusement, oui, on constate assez souvent que la santé passe un peu au second plan, donc voilà, des personnes qui sont déjà dans des situations bien dégradées. Une radio. Une radio, d'accord. Ça fait quelques semaines que j'ai des douleurs au cervical. Les douleurs d'Adeline sont persistantes. Mais au fil de la discussion, le médecin va repérer un autre problème lié à ces difficultés. Une dépression qui s'est installée. Donc vous dormez bien? Ah bah la nuit, oui, je dors. Si vous êtes dans un état précaire, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'avez pas de place dans la société, vous n'avez pas de reconnaissance. Ça va pas bien. Cette population a une souffrance nette. Et je veux dire, ça, c'est... Oui. Oui, pour moi, c'est net. C'est pas des gens qui sont forcément fragiles au départ, enfin, il y a de tout, mais disons que quand vous avez beaucoup de problèmes, vous avez perdu votre boulot, vous perdez votre femme, après vous avez des difficultés pour garder votre logement, tout ça c'est des choses qui s'enchaînent et qui font que forcément, même si on a beau être à la base quelqu'un de solide et en bonne santé, ça finit par vous affaiblir et empêtrer, on va dire, dans tous ces soucis, on ne pense pas forcément à se soigner. La dépression, la tristesse en général, tout cela est très fréquent chez les personnes en galère. Elles ressentent de plein fouet la solitude, l'ennui, l'humiliation, le désespoir. Et sachez que la Croix-Rouge recrute en permanence des bénévoles, dans l'espoir notamment d'ouvrir un nouveau camion dédié aux soins dentaires. Alors pour plus de renseignements, croixrouge.fr. L'instant portrait met en lumière ce matin un métier qui a marqué notre histoire, le ferronnier d'art. Très en vogue dès le XVIIIe siècle, ils sont aujourd'hui beaucoup plus rares. À Bordeaux, un artisan a su transmettre son savoir-faire à ses enfants. En famille, il réalise des pièces rares et innove constamment pour s'adapter à tous les styles d'architecture. Depuis 250 ans, elles font partie du paysage bordelais. Broderies de fer ornant les balcons ou grilles monumentales entourant les jardins. Ce jour-là plongé dans l'histoire de l'art, ce promeneur solitaire les connaît mieux que personne. Pierre Guillebaud est le dernier ferronnier d'art de Bordeaux. C'est son atelier qui a notamment réparé les dégâts causés par les tempêtes. On a restauré tous les endroits qui étaient piqués par la rouille. On a changé tous les barreaux qui étaient un peu rongés aussi. Et on a redressé par rapport à la tempête les barreaux qui étaient tordus. Et les 3 grands portails aussi, on a refait les feuillages ornementaux. Et voici l'envers du décor dans le quartier des Chartrons. Un méli-mélo de barres et de pointes menant à la forge, d'où jaillissent les courbes et les volutes, travaillés par le ferronnier et ses 2 fils, Charlie et Adrien. C'est une passion et on essaie de la transmettre naturellement. La relève est donc déjà assurée, question qui se pose toujours pour ces métiers devenus rares. Ce matin-là, c'est Charlie qui est à la manœuvre, après avoir fait chauffer le fer à une température atteignant 1450 degrés. On le rend mou en fait, c'est-à-dire qu'il va être aussi mou que du nougat quasiment. Et c'est ça qui va permettre de lui donner la forme voulue avec le marteau et l'enclume. Il faut ensuite étirer et enrouler le fer selon les plans à l'origine dessinés par des dentelières. La fabrication d'un mètre de balcon demande 1 semaine de travail. Nous c'est la ferronnerie d'art et du coup nous c'est vraiment que de la volute et de l'ornemental, tout ce qui est décoratif et artistique en métal. Après l'assemblage des pièces soudées, vient la touche finale, la peinture, noir, bleu ou rouge, les couleurs bordelaises. C'est dommage de la repeindre, mais il faut la repeindre pour la protéger.
Donc c'est une peinture, ne pas oublier un côté, ne pas oublier une volute. Il y a 4 côtés sur le fer à peindre. C'est une concentration. Au XVIIIe siècle, âge d'or de la ferronnerie, Bordeaux comptait 60 ateliers. Les artisans étaient souvent des marins restés à quai pendant l'hiver. Aujourd'hui, la famille Guilbeault travaille beaucoup pour les églises, les châteaux viticoles du Bordelais et restaure des pièces célèbres comme le portail de la Réole qui vaut à la commune girondine son surnom de balcon sur la Garonne. Une belle façon de sauvegarder l'œuvre des ferronniers, ce patrimoine à part entière, voué à la cause de l'élégance des jardins et du charme des vieilles pierres. Allez, partons un peu plus au nord pour notre instant découverte. Je vous emmène ce matin profiter du plus grand lac naturel de plaine français, le lac de Grandlieu, reconnu pour sa richesse biologique exceptionnelle. Alors, il est situé à peu près à 15 km au sud de Nantes. C'est un site classé en réserve naturelle depuis 1980. La circulation du public y est tout simplement interdite. Seule une poignée de pêcheurs professionnels ont l'autorisation d'y accéder pour pêcher les poissons blancs, mais surtout l'anguille. Et avoir l'autorisation d'attraper du poisson est considéré comme un vrai privilège. À chaque sortie, ils se sentent toujours comme seuls au monde. Auparavant, Fabrice était pêcheur sur la Loire, où la ressource diminuait. Ce pisciculteur de métier convoitait depuis longtemps une concession sur le lac de Grandlieu, jusqu'au jour où, récemment, une place s'est libérée. C'est les pêcheurs qui votent pour l'entrée d'un nouveau pêcheur. Il n'y a que 7 places. On remplace quelqu'un qui s'en va soit pour raison de santé, soit pour retraite. Mais j'y aurais cru jusqu'à la fin de ma profession, de toute façon. Moi, j'étais motivé à 200%. Il n'y a pas photo. 7 pêcheurs professionnels sont autorisés aujourd'hui à exploiter les richesses du lac. Ils ont été jusqu'à 120 en 1920. Jean-René est à la retraite depuis peu. Lui aussi avait patienté avant de pouvoir traquer sandres, gardons, écrevisses et surtout les anguilles. Je ne connaissais rien au métier. Alors mon père est venu pendant plusieurs années avec moi, enfin, pendant 3 ans. Il est venu, il était déjà pas mal âgé. Et puis il m'a fait voir un petit peu comment ça se passait. Mais j'étais tellement confiant que ça ne posait pas de problème. J'avais envie de faire ce métier-là quand même. Dans sa famille, on a toujours pêché de père en fils. J'ai mon grand-père, j'ai mon oncle qui a été longtemps président des pêcheurs. Sur cette photo-ci, c'est mon arrière-grand-père qui tient la carpe là. Dans les années 50, ils étaient une trentaine de pêcheurs encore, hein, au moins. Pendant des décennies, la pêche a généré de l'effervescence et du dynamisme à la Chevrolière. Tout transitait précisément par le port de Passay. Toutes les familles de pêcheurs vivaient dans le village. C'était partout très animé, se souvient Jean-René. Moi, quand j'étais jeune, l'activité, c'était les bords du lac, avec l'arrivée des pêcheurs, avec les marchands de poissons qui venaient pour acheter le poisson. Même dans les rues de Passy, ça bougeait beaucoup, quoi. Les femmes travaillaient bien souvent soit aux abattoirs, ou soit chez un grossiste pour faire les grenouilles. C'est vrai, il y avait beaucoup d'animation. Alors la cloche, elle servait pour la criée. Et la criée, autrefois, elle se faisait à minuit, l'été. Ah oui? Oui. Pourquoi minuit? Parce que, comme les transports, c'était bien souvent des charrettes avec des chevaux, donc aussitôt la criée, aussitôt les achats, ils partaient sur Nantes pour être le matin de bonne heure là-bas. Il y a bien longtemps que la cloche n'a plus retenti. Désormais, chaque professionnel vend sa propre pêche, sur place, directement à un mareyeur. L'anguille se vendrait actuellement entre 8 et 10 € le kilo. 80% de la production sont destinés à la restauration. Ce poisson serait de nouveau très prisé dans les assiettes. De quoi encourager Fabrice. On a des poissons qui peuvent tout à fait être vendus. Et on a perdu cette tradition, si vous voulez, de manger du poisson d'eau douce, ça c'est certain, quoi.
Ceux qui me demandent une brème à l'heure actuelle, la moyenne d'âge est plus autour des 70 ans que des 50 ans, quoi. Ça, c'est sûr. Un nouvel avenir se dessine pour Fabrice, que la charge de travail n'effraie pas. Trop content en même temps de jouir de la beauté du site. Et s'il n'est pas possible de profiter du lac en tant que particulier, sachez qu'un musée lui est dédié. Pour plus de renseignements, maisondulacdegrandlieu.com. Pour d'autres instants découvertes, pour d'autres sujets pratiques qui nous concernent tous, et je vous donne rendez-vous demain, l'Instant R, le magazine réalisé avec les rédactions régionales de France 3. C'est à 10h50. Très belle journée à vous. Je vous laisse avec Vincent Ferniaud et son équipe pour Midi en France.